Je me souviens d'un employé, quand il m'a annoncé que sa conjointe était enceinte, j'y pose la question: «Quel genre de père tu veux être?» Puis, wow! C'est comme, Je vois qu'elle j'ai se mêle. comme pas vraiment pensé encore, là. Ouais. Mais j'étais là, parce qu'on va mettre des choses en place pour s'assurer que tu es capable de devenir le père que tu souhaites. Si tu veux passer du temps avec ton enfant, on va le construire ensemble, cette réalité-là, là. Si t'es pas conscient de la personne que tu souhaites devenir, je peux pas t'aider. On peut sentir tes années de coaching derrière tes bonnes questions disruptives aussi. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Sandrine Milante de l'entreprise Écolofarm. Bonjour. Toujours à mes côtés, mon copilote, co-animateur et mon associé Normand Chadwick. Bonjour. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des entrepreneurs comme Sandrine. Sandrine, merci d'avoir trouvé un peu de temps pour nous aujourd'hui pour venir nous partager ta vision, ta mission, ton histoire. On a déjà hâte d'en savoir un peu plus long suite à notre petite entrevue en coulisses. Sandrine, je vais faire très rapidement ta bio pour mettre la POC sur la glace pour dire qu'est-ce qu'on dit de ce temps ici, pas mal, je pense, au Québec quand même. Alors, Sandrine, tu es la fondatrice et présidente de l'entreprise Écolofarm. C'est une entreprise québécoise pionnière dans la conception et la fabrication d'emballages pharmaceutiques éco-responsables. L'entreprise a été fondée en 2009. Écolofarm s'est donné pour mission de révolutionner, rien de moins, l'industrie pharmaceutique canadienne en proposant des solutions d'emballage durables, réduisant ainsi l'empreinte environnementale des pharmacies. Et puis tu nous as dit en coulisses que même si ça a été lancé en 2009, tu le vois plus comme le vrai lancement en 2010 lorsque vous avez lancé votre première fiole Exactement. et que donc vous allez célébrer 15 ans. Fait que Oui. félicitations pour ça. Merci. Commençons par nous parler d'un petit peu de ton parcours, puis qu'est-ce qui mène au lancement de cette entreprise-là, les débuts, d'où tu viens. Ah les débuts, ben moi, je me plais à dire, moi, je suis une fille de politique. Moi, j'ai un bac et une maîtrise en sciences politiques et je ne me destinais pas du tout à l'entrepreneuriat, mais vraiment pas. La seule chose, c'est que ben, des fois dans la vie, on dit OK, je vais aller donner un coup de pouce. Puis le problème d'une entreprise familiale, c'est que tu mets le pouce et tout le reste du corps passe dans l'engrenage. Et c'est ce qui est arrivé. Mes parents avaient démarré quelques années avant que j'arrive dans l'équation. Ils avaient démarré en 95 une entreprise de transformation de matières plastiques en sous-traitance. Ils avaient des contrats, ils fabriquaient des fioles de médicaments, ils fabriquaient des produits de cosmétiques, ils fabriquaient des produits électroniques, un paquet de choses. Une petite entreprise, c'était très petit sur le marché au Québec. Et à un moment donné, ils m'ont demandé de venir donner un coup de pouce pour superviser les opérations. On est en 2000. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que je réalise que j'étais prise au piège à faire la supervision des opérations d'une entreprise de transformation de matières plastiques, alors que moi, je voulais aller travailler dans les médias et la communication politique. Mais je suis restée et je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai commencé à poser des questions, à essayer de voir comment est-ce que justement on pouvait faire les choses différemment. Et en 2008, j'avais repris la direction générale de l'entreprise et mon père est arrivé avec une idée. Il est arrivé avec un petit produit d'un petit flacon avec un bouchon attaché après. Puis il me dit comme ça, il dit hey, pourquoi on ne ferait pas des fioles comme ça? Et je crois que mon père n'a pas réalisé l'ampleur de son idée. Mais c'est ce qui a allumé vraiment là, une petite ampoule là, dans ma tête de dire waouh, ça, c'est un projet que je pense être capable de porter beaucoup plus loin. Et j'ai carrément fermé
les activités, ou presque, de l'entreprise de mes parents qui était existante pour dire c'est complètement un autre projet, c'est complètement une autre entreprise qui va lever de cette idée-là et faire de l'éco-conception de produits d'emballage pour les médicaments de prescription. Les pharmacies sont les deuxièmes plus gros générateurs de matières résiduelles au Canada. OK, quand même. Oui, après l'alimentation et la restauration rapide. Wow. Et il n'y avait personne qui faisait rien. Et encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, il n'y a toujours personne qui fait rien. Puis c'est quoi tu dis que c'est la deuxième industrie la plus polluante, là, si on peut dire. En matière résiduelle, oui, en déchets d'emballage. Fait que c'est le déchet d'emballage comme tel vraiment qui est visé là, dans le calcul que tu nous donnes. Donc, C'est le toutes les pots de cosmétique, pilules, finalement. non, le cosmétique OK. qui est suremballé, les pots de shampoing, les pots de crème, Ouais. le petit côté épicerie d'une pharmacie qui est à peu près ce qu'il y a de pire dans une Ouais. épicerie. Et évidemment, en arrière, le laboratoire avec tout ce qui est emballage de médicaments, c'est un très, très gros facteur polluant. Fait que dans le fond, l'idée de ton père, là où tu y as mis un turbo en arrière qui t'a passionné, parce que visiblement, c'est vraiment ça que tu portes, là. C'est la mission et la vision de l'éco-responsabilité de l'entreprise éco-responsable. Est-ce que ton père avait déjà cette vision-là quand il t'a amené le petit prototype ou c'est toi qui as dit « Hey, ça c'est hot », puis en plus, c'est dans une industrie qu'on a besoin de faire une différence. Comment ça Mon s'est père, passé? ma mère savaient qu'ils avaient une bonne idée en arrière de ça, c'est évident, parce qu'on fabriquait pour d'autres en sous-traitance dans l'entreprise familiale des produits de plastique similaires, des fioles de médicaments, des fioles à flèches, des vieux modèles qu'on pousse, tourne, Oui. etc. Oui. On les fabriquait et l'aberration industrielle de fabriquer ces produits-là, tout le monde le voyait. C'était des produits qui étaient faits en polystyrène, multimatériaux, beaucoup de manipulation, beaucoup d'emballage, de sacs de plastique. Il y avait un manque d'optimisation et un gaspillage incroyable dans ces produits-là. Mais comme nous, on faisait ce que le client demandait, on n'avait pas la possibilité d'innover. Et donc, c'est là où moi, je voulais faire une rupture puis être capable de dire, là, on design notre propre produit, on va vraiment aller mettre en marché quelque chose qui va transformer ce marché-là, qui va le révolutionner. J'ai jamais eu peur d'utiliser le mot, de révolutionner le monde de la pharmacie parce que à chaque fois que je posais des questions, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, pourquoi si, on me sortait des aberrations, on me sortait des références qui dataient de 1974, je n'étais même pas née, et ça ne faisait aucun sens que personne n'ait challengé ce statu quo-là. Jamais eu de remise en question dans l'industrie. Jamais, jamais. C'est quand même un constat difficile à croire. Triste. Il y a des gens intelligents dans cette industrie-là, non? Absolument, Oui. mais ce n'est qu'un emballage. Oui. Mhm. Mais Oui. quand on réalise l'impact que cet emballage-là a sur l'environnement, de se questionner sur comment est-ce qu'on peut le faire mieux, comment est-ce qu'on peut le faire autrement, c'est là toute la différence, tout le poids de ce qu'on peut imaginer. Mais moi, j'ai le goût de revenir un peu en arrière, là, parce que ce que tu viens de dire, c'est quand même important. De 2000 à 2008, tu es dans une entreprise donc, qui produit ces produits-là pour une Oui. industrie qui ne se remet pas en question. J'ai le privilège de te connaître quand même un peu. Tu es une femme de tête, hein? Tu es une femme que quand il y a quelque chose, comme on dit, en arrière de la tête, elle veut le mettre de l'avant. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as demeuré dans l'entreprise? Oui, tu as mis le pouce, le bras rentré, mais quand même, si tu n'avais pas été heureuse, j'ai l'impression que tu serais partie, là. Non. Non? En fait, moi, j'ai eu ma fille en 2008. J'ai pas pris un très long congé, évidemment, comme toute personne qui est en affaires. On se débrouille comme Oui. on peut, on revient au travail le plus vite possible. Mon conjoint est resté à la maison avec ma fille pendant Mhm. 1 an. C'est dans cette période-là, justement, que j'ai commencé à réaliser, mon Dieu, je vais-tu vraiment cracher du plastique pour le restant de mes jours? OK. Et
en 2009, mes parents littéralement sont rentrés dans mon bureau, ont déposé les clés du bâtiment sur mon bureau, puis on dit, ben, on s'achète une maison au Mexique, fait que si tu veux la business, Vous l'avez clé. vas-y, let's go. Nous, on va prendre du recul, là, ça y est. Et là, j'ai fait, oh, wesh. Sérieusement. Autant mes parents, pendant le simili-congé de maternité que j'avais, mes parents avaient dit, mon Dieu, on reconnaît plus trop l'entreprise, on reconnaît pas les clients, les employés préfèrent attendre que tu reviennes, etc. Eux commençaient à réaliser que j'avais mis ma marque quand même assez importante dans l'entreprise et en contrepartie, moi, j'avais pas l'impression que c'était mon entreprise. OK. Et donc là, il y avait vraiment là, un virage à prendre puis dire, oui, je vais la reprendre, l'entreprise, oui, on va mettre un plan de succession pour que vous puissiez partir, mais c'est pas cette entreprise-là, moi, que je vais reprendre, je vais transformer. Et c'est la base d'Écolofarm, ça a été, on va faire les choses autrement. Les gens sont restés. Les compétences étaient là, mais toute la vision, la mission, toute la structure de l'entreprise devait complètement changer. Si tes parents n'avaient pas rentré dans le bureau puis déposé les clés, est-ce que ça serait venu de toi? Est-ce que tu aurais à un moment dit, écoute, Oui. là, oui. Oui. Là, je t'ai rendu là. OK. Oui. Donc, il y a vraiment eu une cassure. Tu as gardé la coquille juridique, mais on s'en allait carrément sur un autre chemin, là. Oui, absolument. Oui, OK. oui. OK. Dans le modèle d'affaires, dans le modèle de gestion, c'est sûr, c'était complètement autre chose. Et là, est-ce que tu as commencé à entendre des trucs du genre, mais qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu t'en vas là-dedans? Tu vas te casser le nez? Qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi la réaction là, de l'industrie ou des gens autour de toi quand tu es arrivé avec ce concept-là? C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais ça marchera jamais. Parce que quand on dérange un C'est clair. statu quo, C'est clair. c'est la révolution, comme tu dis, ça fait du bruit, là. Oui, c'est sûr, je l'ai entendu, ça marchera jamais. Les gens sont pas rendus là. Les pharmaciens sont pas rendus là. Puis oui, ça a demandé énormément de patience, énormément d'éducation. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, quand on est en responsabilité sociale, en développement durable, je pense qu'un des très, très grands rôles qu'on a, c'est celui de sensibiliser et d'éduquer. Et ça a été ça avec les pharmaciens. Et un des plus beaux compliments un jour qu'un pharmacien m'a donné, c'était de dire « You're a disruptor ». Mhm. Et pour moi, j'ai fait « Ah, mon Dieu! I like Là, it. lui, il vient de le voir, il vient de le dire. Je suis là pour déranger. Et si un client me voit comme ça, c'est mission accomplie. » Oui. Ouais. J'adore ça. Fait que en coulisses, tu nous as dit quelques chiffres parce que là, plusieurs années plus tard, on est rendu à une usine qui tourne 24/7, ou en tout cas 24 heures 24/5. 24/5, Oui, 38 employés. Vous produisez les fameuses fioles. Vous en produisez 65 millions par année, oui. par année, plus 6 000 piluliers. 6 millions de 6 piluliers. millions de piluliers, pardon. Oui. Fait que Ils ça en fait ils du s'en plastique en consomment, moins. hein. Ils s'en consomment des médicaments au Canada. Ben oui, on a donc bien besoin de médicaments. Oui, beaucoup de prescriptions au Canada. Et oui, à chaque fois qu'une pharmacie va utiliser une de nos solutions, il y a en moyenne entre 30 à 35% moins de plastique dans nos solutions. Et en plus, notre usine est zéro déchet et dégage 33% moins de GES de façon générale qu'une industrie compétitive, concurrente. Ouais. Donc, c'est ça. C'est vraiment souvent, c'est no-brainer, là. C'est juste un emballage, mais l'impact est considérable. Ben, tout à fait, j'imagine. Puis il y a encore de la place, parce que tu nous mentionnais aussi qu'il y a environ 13 000 pharmacies à travers le pays. Oui, 4 500 environ aujourd'hui sont tes clients. oui, Fait absolument. que c'est juste qu'il y en a 8 C'est 000 pas autres fini. qui emboîtent le pas, puis déjà
Oui. Ta mission va tripler pratiquement. Mais nous, Là. en plus, on est vraiment orienté sur de l'innovation. C'est ce qu'on veut faire, tant de l'innovation technologique avec notre procédé de transformation, d'industrialisation, mais aussi sur les produits vraiment qu'on met sur le marché. Donc, on a encore plein d'idées, là, plein de choses qui peuvent être mises sur le marché, qui peuvent être améliorées. On a à peu près 3 nouvelles gammes de produits qui vont être lancées dans les 2 prochaines années. Fait que, oui, il y a de la place. Il Il y y a a de la encore, place. c'est un beau terrain de jeu. Tu nous disais tantôt qu'il y a quand même un lien important qui a eu à être fait. Tu sais, on dirait que les gens font pas le pont toujours entre éco-responsable et être capable d'être rentable en même temps. Oui. Puis toi, on t'a dit ça assez tôt. Tu m'as dit que quelqu'un t'a dit, écoute, if you want to be green, you have to be green en même temps. Oui. Parle-nous un peu du lien que tu vois, toi, entre tu sais, une entreprise qui fait une différence dans le monde, puis qui en même temps réussit à être prospère. Ben, ça m'avait fâché la fois où mon mentor m'avait fait ce signe de Ouais, on pièce l'aime pas, là, hein? là. Même en Puis le il faisant, moi avait aussi, dit, c'est comme on c'est n'aime quand pas faut faire que tu signe. penses à l'argent d'abord, puis l'entreprise n'est pas là pour ça. Ouais, Mais là où il avait parfaitement raison, c'est la mission qu'on s'est donnée dans l'entreprise d'aller diminuer l'impact environnemental de la pharmacie en général. On ne peut pas l'atteindre et il va être beaucoup plus limité si on ne se donne pas aussi les coups des franches en termes de finances de l'entreprise et de pérennité. Parce que si mon entreprise ne survit pas, à un la moment mission ne survivra pas non donné, plus. exactement, la Ouais. mission ne survit pas non plus, puis les pharmacies vont retourner à leurs anciennes habitudes. Donc, c'était important de réussir à mettre en place un modèle d'affaires qui soit viable. Et aujourd'hui, je donne souvent des phrases toutes simples à des entrepreneurs de dire, si je te dis que mes produits consomment 35 moins de plastique, 55 moins d'électricité et d'eau, 39 moins de carton, euh, à quelque part, j'ai économisé des coûts. À quelque part, c'est payant. Et c'est là où, si le développement durable est une démarche qui est bien intégrée du début à la fin d'un processus dans notre entreprise, c'est payant. Le développement durable, ce n'est pas une petite initiative dans laquelle il faut qu'on investisse. Le développement durable, c'est une démarche, c'est une philosophie, c'est une chasse perpétuelle au gaspillage pour être en mesure de faire plus avec moins. Si je fais plus de choses avec moins de ressources, je suis éco-responsable, mais je suis optimisée en s'il vous plaît aussi. Oui. Donc, c'est de revoir notre industrie pour vraiment aller challenger où est-ce qu'on peut aller faire plus avec moins. Être en chasse au gaspillage. C'est ça? Oui, absolument. C'est une belle citation, ça. Quelles ont été ou quelles sont même encore aujourd'hui des entreprises qui t'inspirent ou qui pédalent dans la même direction que la tienne, peut-être dans des domaines un peu parallèles ou même dans ton monde? C'est... Là, mon inspiration est loin de mon monde, mais moi, c'est Yvan Chouinard et Patagonia. Bien sûr. J'ai pensé à lui Euh, pendant que tu parlais tantôt, je te jure, pas de blague. Ouais. c'est une entreprise qui est vraiment partie simplement du challenge de dire, ben voyons, je veux faire les choses mieux que les autres, différemment des autres, etc. Puis, une chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup inspirée, c'est le fait que chez Patagonia, chez Yvon Chouinard, une des choses qui était toujours très importante, c'est la santé de ces gens, la santé de ses équipes, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle chez ses équipes. C'est une entreprise de plein air, donc idéalement, justement, on veut des bonnes pratiques, bonne hygiène de vie, une pratique de sport, de profiter de la nature, etc. C'est dans la mission de l'entreprise de protéger cette nature-là. Donc, pour moi, ça a été aussi une inspiration de dire, même dans mon modèle de gestion, je veux m'assurer que les gens sont bien,
qu'on est capable de construire quelque chose qui va véritablement avoir un impact, oui, sur l'environnement, sur le monde de la pharmacie, mais sur le client, le pharmacien, son équipe, mon équipe à l'interne. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement que socialement, on devient tous un outil de transformation et de meilleurs humains, comme avec Diversico. Intéressant. D'ailleurs, Yvon Chouinard avait été le premier à faire les garderies en lieu de travail. Ça fait partie de ses nombreux accomplissements. Fait que c'est assez très étroitement lié avec ce que tu dis. Oui, ça, moi, par exemple, mes employés ne diraient pas de garderie parce que Sandrine, elle a de la misère avec les enfants. On salue ta fille qui nous écoute. Oui, absolument. Ma fille est parfaite, c'est la seule. Je comprends. Fait que qu'est-ce que vous avez mis comme initiative pour parler justement de l'humain? Parce que tu en as parlé également en pré-entrevue. Qu'est-ce que vous avez fait comme initiative pour garder cette équipe-là allumée, inspirée, travaillant, heureux, tout ce qu'on a besoin pour réaliser des grandes choses? C'est pas une initiative, hein. Je pense que c'est encore une fois, c'est une démarche complète qui rentre dans l'ADN. Nous, on a pris un engagement dans l'entreprise, c'est d'être capable de s'écouter et de communiquer adéquatement, puis de se connaître, se donner le luxe de se connaître. Se connaître chacun individuellement, bien comme il faut, donc avoir des coachings, avoir des accès à des ressources, etc., pour qu'on puisse se connaître soi-même. C'est déjà un gros travail. Oui. Travail d'une vie. Oui, et après ça, ça a été justement d'être capable de se connaître entre nous. On va faire beaucoup de travail, de formation, tous ensemble. Pas tous, ah ben tiens, va t'inscrire à telle formation de ton bord, puis là, toi, c'est transformateur, puis c'est extraordinaire, mais tu n'es pas capable de le ramener après convenablement dans tes équipes. Mais on se forme tous ensemble. Tous à vivre ces moments-là d'inspiration ou de vulnérabilité, tous ensemble, pour pouvoir justement se connaître et être en mesure de mieux soutenir après à l'intérieur de l'entreprise. Puis souvent, je dis, c'est peut-être très égoïste en tant qu'entrepreneur de dire, ouais, moi, je vais investir pour que mes gens deviennent des meilleurs humains parce que je suis convaincue que ça va en faire des meilleurs travailleurs après. Et oui, c'est ça, c'est plus on est capable de reconnaître que nos gens ont besoin de cheminer, de grandir, de contribuer, puis leur donner cette place-là dans l'entreprise, de comprendre c'est quoi leur rôle, donner un sens à ce qu'ils font, puis à leur permettre de voir la contribution qu'ils ont, bien nécessairement, tout le monde grandit en même temps. Oui. D'où elle te vient, cette passion-là de, de vouloir que le mieux-être, le bien-être, autant au niveau production qu'au niveau de l'humain? Je trouve qu'il y a un dénominateur commun là, chez toi, d'aller chercher le bien-être, le mieux-être, l'amélioration. Euh, Ça passe dans toutes les sphères de ta vie, on dirait. Oui, puis c'est une question assez lourde. Je ne saurais C'est pas une par question où assez grande, moi, je commencer. dirais. C'est une grande question. Je ne saurais pas par où commencer. Moi, je connais ma mission personnelle. Moi, je sais que ma mission, bien plus que de gérer une entreprise, c'est de faire évoluer des gens, OK. d'offrir un espace d'épanouissement pour des gens. Moi, c'est ça. Puis ça se vit à travers une idée parce que la compétence et la technologie qu'on avait d'accessible pour nous, c'était la transformation de plastique. Fait que peut-être prendre un problème beaucoup plus grand que nous, la pollution par le plastique, etc., puis de se dire comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut attaquer cette problématique-là qui est énorme. Donc, on y va un morceau à la fois. Qu'est-ce que nous, on est capable de faire? Puis comment est-ce qu'on va être en mesure, justement, de s'assurer que ça vient allumer tout le monde puis devenir un milieu d'épanouissement pour tous. Une anecdote, je me souviens, mon père, quand je lui expliquais tout ce qu'on faisait, etc., puis
les efforts que je mettais dans le développement de mes équipes, puis les rémunérations, etc., des façons différentes, encore une fois, de faire les choses. Puis mon père, il s'était retourné vers ma mère une fois, puis il avait dit, mais on a cédé notre business à une communiste. C'était une blague, mais ça m'a marqué parce que encore un autre commentaire qui vient me conforter que je fais vraiment les choses différemment. Disruptor. T'aimes ça Un être un disruptor. disruptor. Exact, exact. On aime ça, les anecdotes. Je trouve que c'est souvent là-dedans qu'on peut mettre des visages ou des images. Raconte-nous peut-être des moments où est-ce que l'entreprise puis les humains se sont ralliés autour de la mission et qui ont fait des bonds un peu en escalier, là, tu sais, que l'entreprise a pu passer de bébé à adulte ou à adolescent, ou en tout cas... Ben, on a eu... L'entreprise a 15 ans. Mais il y a des grands moments où on a été obligé justement de se dire, est-ce que les gens ont bien compris, tu sais, ce qu'on fait, qui on est, etc. Euh, En 2016, moi, j'étais dans une situation financière qui était vraiment pas enviable et on s'est posé la question, on dit, est-ce que justement nos clients comprennent bien, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, etc. Parce que là, il va falloir, par exemple, qu'on passe des grosses augmentations de prix, il va falloir qu'on ajuste parce qu'on a, Il y a des réalités... on a une ben oui. réalité financière difficile. Et, et puis, justement, les gens nous disaient, ah oui, oui, vous, c'est la petite fiole verte, là, c'est le petit emballage vert, etc. Puis je dis, arc, l'emballage. Puis c'est comme, est-ce qu'ils connaissent pas le nom de l'entreprise? Tu sais, c'est comme, ah ouais, ouais, c'est un petit emballage, etc. Et ça a amené vraiment une grande réflexion au sein de l'entreprise pour dire, OK, ça fait 6 ans, on vend des produits d'emballage, d'accord, des solutions. Moi, je préfère toujours parler de solutions d'emballage qui sont éco-responsables. Les gens le savent. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas expliquer vraiment qu'est-ce qu'on fait. Donc, grande action de revirer un peu tant notre brand, nos communications, etc., puis faire en sorte de ramener, encore une fois, l'éducation en avant de ce qu'on fait, être capable de faire connaître véritablement toute la démarche beaucoup plus que le produit. Parce qu'en bout de ligne, moi, je dis souvent, même s'il y avait moins de consommation de médicaments, si par exemple, on mettait plus de médicaments dans les emballages, il y aurait moins de renouvellement en pharmacie, il y aurait moins de déchets de ces emballages-là. Je vendrais moins, mais c'est pas grave, mon impact serait plus grand. Fait qu'être capable de ramener encore tout le temps la mission en avant de ce qu'on fait pour que les gens comprennent, regarde, c'est pas grave que tu m'en achètes moins, tu vas avoir un plus grand impact environnemental quand même, ton empreinte va avoir diminué, ma mission est rencontrée. Puis tu sais quoi, ça va me donner de la capacité de production pour aller faire une différence dans un autre marché Ben oui. avec d'autres pharmacies. Donc, c'est parfait, c'est comme ça que ma croissance va se faire. C'est de réfléchir différemment. On ne parle pas de décroissance, on parle juste de se dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que je dois absolument croître la quantité de produits vendus? Non, ma mission, c'est de diminuer l'impact. Donc, Moi, j'ai une question vraiment piège ici, mais je vais m'adresser aux 8500 pharmacies qui ne font pas déjà affaire avec vous. oui. Qu'est-ce que vous attendez? Mais la question que je pourrais te poser à toi dans le même ordre, c'est quoi les réticences que tu as ou auxquelles tu as eu à faire face? Tu sais, parce que quand même, tu as eu à disrupt quelque chose. Tu sais. Ben, c'est Quand la on disrupt, résistance. il y a une résistance. C'est quoi les résistances? Exactement. Qu'est-ce qui fait que les 8500 autres n'ont pas encore emboîté le pas? La résistance au changement, peu importe dans quel milieu, dans quel marché on est, la résistance au changement, elle est tout le temps présente, c'est dans la nature humaine. Et ça vient
ça vient de deux éléments. Premièrement, des fois, c'est une mauvaise compréhension justement de notre distinction puis de ce qu'on est capable d'apporter parce que ça demande toujours un effort. Donc, est-ce qu'on est prêt à le faire, etc. Si on n'est pas en ligne en termes de valeur, que quelqu'un n'a pas à cœur de réduire son empreinte environnementale, c'est sûr que on parle pour rien. Ouais. Mais c'est vraiment le fait aussi qu'avant que nous, on lance nos produits en 2010, euh, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait aucune innovation dans le milieu. Les modèles d'emballage n'ont pas évolué. Donc, c'est sûr qu'on s'adresse à une clientèle qui est malade, qui est vieillissante, qui a 40 ans d'un emballage entre les mains. C'est difficile d'amener ce genre de changement-là dans un marché à ce point conservateur. Et ce qui a de la valeur pour l'utilisateur final, c'est le médicament qui est à l'intérieur. C'est pas son emballage. Mhm. Fait que c'est quand même beaucoup d'efforts demandés pour quelque chose qui a très peu de valeur dans les yeux de l'utilisateur. Fait que ce qui a été important de faire, c'était de changer la valeur perçue de ce qu'on ce qu'on mettait sur le marché. Donc, être capable, premièrement, d'éduquer, encore une fois, c'est vraiment C'est le c'est un mot-clé thème de fond, aujourd'hui, hein? hein, oui, dans le développement durable, beaucoup. Mais d'être capable de changer la valeur perçue quand les gens réalisent l'impact de cet emballage-là sur l'environnement, c'est là où le désir, encore une fois, de contribuer puis de faire une différence vient se nourrir et notre solution à ce moment-là devient beaucoup plus facile à adopter, beaucoup plus facile à imposer dans une équipe de pharmaciens, etc. Donc, qui on convainc en premier? On convainc l'utilisateur ou on convainc le pharmacien qui distribue? Nous, c'est le pharmacien ensuite qu'on doit accompagner pour qu'il puisse convaincre son utilisateur final. Je comprends. On n'est pas, nous, en direct sur l'utilisateur, donc toute la difficulté est là, c'est d'être capable de convaincre tous les gens dans la chaîne jusqu'en bas. Ouais, Mhm. intéressant. Puis, est-ce que tu sens que c'est de plus en plus facile? Est-ce que tu vois Oui, un mouvement un peu plus oui, absolument, écolo dans tout ce qu'on... absolument. Écolo, durabilité, tout ça? Ouais. Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience du consommateur, il y a des attentes, des exigences par rapport aux grandes corporations aussi, aux compagnies, de commencer à entamer des virages. On est une avenue parmi beaucoup d'autres dans une pharmacie pour diminuer une empreinte environnementale. Donc, c'est un petit geste que tranquillement, oui, les gens sont conscients que ça doit être fait, il faut adresser le problème. Mm. Même si, on en parlait tout à l'heure en pré-entrevue, c'est pas nécessairement la priorité numéro un des gens aujourd'hui dans le contexte politique que nous vivons. Bon, ben écoute, glissons tranquillement sur ce sujet-là parce que tu nous y amènes. Puis en plus, tu as étudié en politique. Fait au moins, ça aura servi aux prochaines minutes. Ah, Tu nous as dit ça effectivement d'entrée de jeu d'entrevue, s'il y avait un peu de pessimisme, je dirais, dans ton commentaire ou de réalisme peut-être autour de ouais, non, c'est vraiment pas la priorité en ce moment, puis avec un peu ce qui se passe pas très loin de chez nous, vers le sud. Parle-nous un peu de ta vision par rapport à tout ça, puis comment que ça nuit finalement à ta mission jusqu'à certaines limites et oui. celle de d'autres personnes qui ont des missions similaires dans d'autres industries. Ben, je pense que ça nuit au développement durable de façon générale parce que quand on disait faire plus avec moins, euh, c- un des secrets, c'est aussi de bien attacher nos chaînes d'approvisionnement avec des bons partenaires et des partenaires les plus rapprochés possibles parce que le développement durable, qu'on le veuille ou non, un des gros impacts, c'est toujours les L'approvisionnement, distances, la distribution, l'approvisionnement, ouais. tout ça, ça a des gros impacts environnementaux. Donc, si on est capable de réduire nos chaînes d'approvisionnement puis d'attacher des partenariats avec des gens qui font eux aussi des efforts, qui eux aussi travaillent dans la bonne direction en termes de développement durable, bien, c'est là qu'on est capable justement de devenir plus fort puis de bien mesurer notre impact.
La pandémie a amené une grosse disruption, encore une fois, là, des chaînes d'approvisionnement, etc. Bien, Colofarm, nous, on n'a pas vécu cette problématique-là parce que justement, par notre modèle d'affaires, on faisait les choses avec des partenaires très rapprochés. Mais rapprochés, ça s'appelle les États-Unis pour le Canada. Mais oui, Donc aujourd'hui, si on perd ce partenaire-là, ben le rapprocher, C'est il loin. commence à être loin, là. il commence à devoir devenir de plus en plus éloigné. Et donc, Ouais. toutes les avenues qu'on est en train de chercher aujourd'hui pour protéger nos chaînes d'approvisionnement, pour s'assurer justement qu'on est capable de continuer à fabriquer, à manufacturer nos produits au Canada, etc., bien, malheureusement, c'est toujours des avenues qui sont plus éloignées et donc des avenues qui vont avoir des impacts environnementaux nettement supérieurs. Et on se retourne vers des pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes régulations, les mêmes législations, les mêmes intentions en développement durable. C'est, on se met à risque. On se met à risque. En termes de développement durable, on prend un pas de recul. Mhm. Il y a un autre sujet qui te passionnait, qui était le fait, ben, tout ce qu'il y a autour de votre certification B Corp. Oui. D'ailleurs, c'est une certification dont on entend vraiment de plus en plus parler déjà sur notre plateau, si je peux dire. On a eu plusieurs entrepreneurs qui nous ont parlé d'avoir à être certifié B Corp. Mhm. Pourquoi et qu'est-ce qui te passionne autour de ça, puis comment que ça fait partie de ta mission, puis de tout ce que tu veux accomplir? Ben, B Corp, c'est pour Benefit Corporation. B Corp, ce que ça nous a amené et pourquoi est-ce que ça a été transformateur pour Ecolofarm, c'est que ça nous force à regarder notre impact différemment. En fait, c'est que pour être une Benefit Corporation, c'est pas juste de faire du reporting sur notre impact négatif. En gros, voilà les facteurs ESG, voici mon impact, et puis je le publie. Donc, je fais des choses néfastes, vous le voyez, puis ben, ça s'arrête là. Euh, Quand on veut être une B Corp, on ne veut pas juste réduire le négatif. On veut créer du positif. Et c'est là toute la différence du regard qu'on peut porter sur notre modèle d'affaires, c'est de dire, ben, je ne fais pas juste diminuer mon impact environnemental, je ne fais pas juste diminuer mon impact négatif sur une communauté, je veux créer du positif. Et c'est là qu'on tombe dans l'aspect d'une entreprise socialement responsable. C'était un peu plus loin pour nous que de dire, en 2010, on était une entreprise qui se spécialisait dans l'éco-conception de produits d'emballage pour réduire l'empreinte environnementale des pharmacies. Bien, en 2018, quand on a commencé le travail de certification B Corp, ce qu'on s'est rendu compte, c'est de dire non, on est une entreprise socialement responsable et notre entreprise est un outil de transformation sociale. Et c'est ça qu'on veut porter avec la certification B Corp. Ce que ça nous permet, c'est d'être dans un cadre rigoureux de gouvernance, de reporting, pour justement nous assurer qu'à chaque fois, c'est pas juste de mitiger le négatif, c'est d'agir de façon positive. Société, communauté, environnement, gouvernance, c'est très, très large, mais c'est ça le développement durable. C'est ce panier au complet qu'il faut regarder et être capable de créer du positif. Parlons du futur un peu. Si on pouvait sauter dans le temps, dans une voiture DeLorean munie d'un convecteur temporel, on s'assoit, on attache notre ceinture, puis on atterrit dans, disons, 3 ans dans le futur, pas trop loin. Oh, c'est pas loin, oui. Pas trop loin, c'est exact. Commençons par C'est ça. mon plan stratégique, ça va. Exact. Fait que là, ben, on débarque de l'auto, puis t'as donc ben de l'air heureuse, Sandrine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois heureuse comme ça depuis la dernière fois qu'on s'est vu en 2025 au studio?
Ben, il n'y aura pas grand-chose de différent parce que heureuse si je le suis déjà aujourd'hui, moi, la seule chose que je veux, c'est que ça continue pour les 3 ans. En fait, Écolofarm, c'est toujours... on a plein d'idées, on a plein de produits qu'on veut designer, on a plein d'innovations qu'on veut mettre en place. J'ai des super de belles équipes qui sont le couteau entre les dents pour pouvoir continuer ce projet-là qui est loin d'être fini. On a investi récemment pour doubler notre usine. On a des nouvelles lignes de production qui rentrent dans les 3 prochaines années. On va avoir doublé. Fait que où est-ce qu'on va être dans les 3 prochaines années? Je suis dans mon nouveau bâtiment dans lequel j'ai emménagé là. OK. Je suis avec mes équipes à encore avoir autant de fun à se voir tous les matins, puis à échanger, à réfléchir, à designer des choses nouvelles pour continuer à avoir un impact positif, c'est sûr. C'est où que tu as le plus de plaisir, toi, dans l'entreprise? Parce que la manière que tu nous parles d'Écolofarm et tout ça, on dirait que tu as plein de chapeaux, là. J'ai plein de chapeaux. C'est vrai. Moi, justement, le point de départ, j'étais aux opérations. Fait que oui, j'ai encore beaucoup de fun à être avec directeur innovation, directeur optimisation, etc. Aller du côté opération, aller voir comment les choses sont faites, mais c'est pas moi qui le fais. Fait que je fais juste être une participante. Mais le développement des affaires, c'est la même chose. Au départ, moi, je pensais pas que je serais la meilleure personne pour représenter mon entreprise puis vendre. J'étais pas à l'aise du tout avec ce volet de l'entreprise. Et finalement, une fois qu'on comprend que ce que moi, je veux vendre, c'est une opportunité de devenir un acteur de changement, ben C'est facile. c'est facile de vendre ça. Fait que moi, je suis très impliquée aussi dans le développement des affaires. Mais mon rôle principal aujourd'hui, c'est de continuer à inspirer, à soutenir mes équipes, à les faire grandir et à faire rayonner ce qu'on fait à l'extérieur. Les opportunités de discuter comme on fait aujourd'hui, c'est c'est ce qui f- c'est ça mon rôle aujourd'hui, je pense, de continuer à éduquer, mais de continuer surtout à soutenir et à inspirer. Inspirer d'autres chefs d'entreprise aussi à se dire que, justement, transformer, passer le bulldozer, repenser tout, c'est possible. Puis c'est nécessaire aussi, là. Tu parles souvent de tes équipes. Mhm. Tu sembles être quelqu'un qui aime s'entourer de gens intelligents, ouverts d'esprit. Oui. Mais il y a des gens aussi qui sont venus chez vous parce qu'ils aimaient, ils ont été attirés par l'entreprise, ils ont été attirés par votre mission. Est-ce que tu en as vu des individus chez vous qui se sont transformés, qui sont arrivés avec un état d'esprit, puis à votre contact, ils sont devenus meilleurs? Ah oui. Ben, en fait, tous. Euh, Moi, chez nous, on dit tout le temps à la blague, c'est un organigramme, c'est bon 6 mois, là. C'est personne qui veut rester dans une boîte comme ça pendant plus de 6 mois. C'est quoi les forces, c'est quoi les aspirations de chacun, puis d'être capable de voir avec les besoins de l'entreprise comment est-ce que chacun peut justement se déplacer puis devenir un meilleur contributeur dans l'organisme. Donc, c'est c'est vraiment, C'est un oui. espace vivant là, que tu Ah, nous c'est un décris. espace vivant. Puis moi-même, j'ai besoin aussi d'être capable de sentir que je suis capable d'être mobile, de m'ajuster, de communiquer différemment avec les différentes personnes qui sont là. Puis non, laisser de la place à tout le monde, c'est hyper important. Puis qu'est-ce que, qu'est-ce mon rôle à travers ça, oui, c'est vraiment, je pense, souvent, ils vont me dire: «Ah, Sandrine, elle vient nous jouer dans la tête». Ben oui, c'est aller gratter, creuser. Comment on va faire encore quelque chose de mieux et quelqu'un de mieux? Ben toi, qui te creuse dans ta tête à toi?
J'ai plein de coachs. Ça, c'est une des choses, un, un conseil que je donnerais à tous, c'est si on veut, premièrement, déjà attirer des gens qui sont compétents, curieux, avec une bonne ouverture d'esprit, il faut l'être nous-mêmes, hein, c'est sûr. Euh, Puis moi, depuis déjà plus de 10 ans, j'ai un conseil aviseur, donc des gens que juste venir, aller poker un petit peu, là, viens challenger, viens nous sortir de la zone de confort. C'est tellement enrichissant, ça amène tellement de choses de qualité dans les échanges, c'est essentiel. Tu rencontres ton conseil combien de fois par année? Mon conseil, c'est 3 fois par année, puis il y a plein d'autres gens qui ne sont pas officiellement dans le conseil qui viennent plus régulièrement me jouer dans la tête aussi, là. Ça fait du bien. Tu es athlète, entraîneur aussi à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Oui, oui. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Puis tu redonnes aussi, mais j'imagine que tu reçois tes échanges avec les athlètes entrepreneurs. Ah, c'est une expérience qui est fascinante. Je fais beaucoup de mentorat depuis longtemps. C'est quelque chose d'important pour moi, tant à travers des programmes comme Women for Climate de l'ONU. J'ai vraiment participé à beaucoup de ce genre d'échanges-là où je pouvais mentorer des plus jeunes, des plus curieux. Euh, l'École d'entrepreneurship de Beauce m'a approché pour justement être un entraîneur sur les volets des modèles d'affaires, justement, OK. modèles d'affaires innovants, modèles de gestion innovants. Puis c'est toujours comique parce qu'au début, tu te dis, ben voyons, j'ai rien de si intéressant que ça à partager, tu sais. Mais l'exercice même de devoir le communiquer à d'autres, ça construit énormément parce que justement, on en retire de réaliser, de dire, ah, c'est pas tout le monde qui fait ça comme ça. C'est pas tout le monde qui a son modèle d'affaires bien défini, Ouais. bien compris, bien placé, etc. C'est comme, ah, OK. Fait que finalement, c'est d'être capable de faire ce partage-là. Ben oui, moi, ça me permet de clarifier peut-être beaucoup de bruit dans ma tête, Mhm. mais en même temps, c'est de voir quand c'est reçu, puis l'impact que ça a, encore une fois, de permettre d'avoir un impact, de contribuer à quelque chose d'autre, de beaucoup plus grand que juste Écolofarm, mon entreprise. C'est magique. Puis, dans un événement, récemment, j'ai rencontré la mère d'un entrepreneur que j'ai eu à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et sa mère qui vient me dire à la fin de l'événement, de me dire merci d'avoir changé la vie de mon fils. Ouais, c'est pas ordinaire, ça. C'est pas ordinaire du tout. C'est vraiment, je me dis, OK, ben, c'est le fun. Je veux que tout le monde puisse sentir qu'ils sont utiles puis qu'ils contribuent. Mais c'est vraiment spécial de se faire dire à quel point est-ce que j'ai contribué à transformer quelque chose d'autre que moi et mon entreprise. Oui. Mm. Comment toi, tu prends soin de toi? Yay! Autre question. Non. Comment je prends soin de moi? Euh, Premièrement, en étant capable de me dire merci. Être capable tous les matins de penser à 3 choses qui me rendent heureuse. Trois éléments pour lesquels j'ai de la gratitude et être capable de, de trouver un point dans la journée, là, un petit moment où ça va être mon petit moment de bonheur facile. Il y a une de mes directrices, une fois, qui m'avait dit, elle dit, mon Dieu, que tu as le bonheur facile. Ben, heureusement. Moi, l'été, je découvre un champignon qui pousse dans mon gazon, puis c'est le bonheur total. Je trouve ça magnifique. Je vais le regarder pendant 3 jours et c'est un moment de bonheur. Et puis, plus on est capable d'avoir ces moments de bonheur simples, de flatter mon chat, de prendre un bon café,
tous ces moments-là, moi, c'est tous des moments où je décroche complètement, puis je suis capable de dire, ouais, je suis juste bien. Fait que prendre soin de moi après, j'essaye de dormir un peu plus que 6 heures par nuit, puis on va voir. Si tu pouvais disrupt n'importe quelle autre industrie, ça serait laquelle ta première que tu attaquerais avec tout ce que tu sais maintenant? Ah! Non, je resterais dans la pharmacie. OK, Il il y y a a encore assez de travail à tellement faire là. ah oui! OK, parfait. Ah oui, non, le monde médical de façon générale, la la le médicament, je sais pas, il y a quelque chose de fascinant en arrière de cette industrie-là. Je resterais là, avec un volet d'environnement tout le temps, mais je resterais là. C'est la santé des gens, la santé de la planète, c'est lié. Puis pour atteindre tous tes rêves et tu sais, toute la mission que tu as, c'est quoi les prochaines étapes de développement de Sandrine, de toi-même? Tu sais, on dit souvent qu'on est potentiellement le plafond de notre business. Oui, ça, j'ai eu un feeling à un moment donné que, ouf, j'étais peut-être pas la bonne personne pour les prochaines étapes de l'entreprise, etc. Ça arrive hein, dans une vie Mhm. d'entrepreneur de se dire, Ih, je pense que là, j'ai atteint mon plafond. Euh, pour moi, ça a vraiment été d'aller chercher qu'est-ce en arrière, là, vraiment profondément, qu'est-ce qui me faisait croire que j'étais plus la bonne personne. Euh, Puis une fois qu'on est capable de voir la source, ben en parler, puis se parler aussi, puis continuer à cheminer. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, se connaître soi-même, c'est le travail d'une vie, donc j'ai pas fini. Mhm. Euh, et puis quand on arrive justement à se connaître puis à dire oh, OK, c'est à cause de ce petit élément-là que j'ai la petite peur pour la suite. Bon, ben, c'est bon, on va construire dessus, puis on va trouver comment passer à la prochaine étape. Tu disais que tu aimais ça jouer dans la tête du monde. Oui. Oui, puis là, vos questions, vous me jouez dans la Ah, tête. c'est ça, exact. On te fait subir ta médecine. C'est tes employés qui nous ont tous feedé les Ah, c'est questions d'avance sur clair. l'entrevue. Ça paraît. C'est c'est quoi, justement, genre de questions qui fait jouer dans la tête que tu aimes poser à quelqu'un? Que tu aimerais qu'on pose à nos prochains invités pour les malaiser bien comme il faut. Tu sais, Euh, Ça dépend de chaque personne, hein, mais il y a des gens qui vont être hyper inconfortables dès que je vais leur poser la question, c'est quoi ton objectif personnel? Puis là, ils sont là, ben oui, mais t'es ma boss. C'est comme, je t'ai tracé un objectif SMART professionnel, là, le gars, il est écrit sur le papier là, là. Ouais. Puis là, c'est comme, non, non, moi, je veux ton objectif personnel. Et souvent, pour moi, c'est de leur dire, c'est parce que si tu veux l'atteindre, va chercher le support d'un maximum de gens. Puis tes collègues, tes équipes de travail, tu passes 8 heures par jour minimum avec. Je suis convaincue que c'est les meilleurs motivateurs que tu peux avoir. Fait que c'est quoi ton objectif personnel? C'est c'est quoi qui te tient à cœur? C'est quoi qui fait que tu te lèves le matin puis tu viens ici? Puis comment est-ce que l'entreprise peut devenir ton support pour la suite? Hmm. Plusieurs personnes pour qui c'est devenu un automatisme sans trop savoir pourquoi. Donc, de se faire poser cette question-là, c'est peut-être la première fois de leur vie qu'ils se la font poser. Absolument. Je me souviens d'un employé, quand il m'a annoncé que sa conjointe était enceinte, j'y pose la question, quel genre de père tu veux être? Puis, wow, c'est comme, De quoi qu'elle se mêle, elle? j'ai comme pas vraiment pensé encore, là. Ouais. Mais parce qu'on va mettre des choses en place pour s'assurer que tu es capable de devenir le père que tu souhaites. Si tu veux passer du temps avec ton enfant, on va le construire ensemble, cette réalité-là. Là. Si tu n'es pas conscient de la personne que tu souhaites devenir, je peux pas t'aider. On peut sentir tes années de coaching derrière tes bonnes questions disruptives aussi.
Écoute, tranquillement, notre entrevue tire à sa fin. Je retiens beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de la chasse au gaspillage. Il y a une façon que tu as phrasé ça. J'ai hâte d'aller même la réécouter. Beaucoup de golden nuggets, là, comme on pourrait dire, Mhm. dans tes phrases. J'aime beaucoup tout l'aspect de ce que tu viens de nous partager en fin de rencontre aussi, autour de que l'entreprise peut être le vecteur qui va driver finalement des projets personnels à tous et chacun, puis que les collègues peuvent être des contributeurs à des projets personnels au-delà du projet communautaire qu'on a d'amener l'entreprise là où elle veut aller, là où elle Mhm. doit aller, là où elle peut fleurir. Beaucoup aimé ça aussi. Toute ta vision autour du B Corp, autour de l'écosystème, La transformation en fait, moi, j'ai retenu un positive. peu, c'est ça, tu sais, c'est comme transformer des humains et transformer une industrie. Oui. Ah, c'est C'est bien un dit. peu une espèce de grand résumé de ce que j'ai entendu. Fait Tout que à fait. merci de faire ça pour notre pays, entre autres. Merci. Euh, Merci pour avoir échangé aujourd'hui. C'était bien intéressant. Normand, qu'est-ce que tu aimerais dire? Comme, on va te laisser le mot de la fin, Le mot de la fin, étant donné ta sagesse. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui transpire, c'est l'état d'esprit que l'entreprise peut vraiment être le reflet d'un microcosme de la société. Autant au niveau des individus, autant au niveau des gens qui composent la société au sens large. Tu as une très, très grande sensibilité. Puis, tu amènes vraiment une inspiration qui est déterminante pour tous à l'intérieur de ça. Tu es quelqu'un qui amène à l'action. Puis, écoute, je vous souhaite vraiment d'accomplir tout ce que vous désirez parce que ça a un impact positif, justement. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux, vraiment.